Retrouvez la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à ceux et celles qui font bouger la société. Alors dans quelques jours, nous allons tous faire la fête. J'ai donc décidé de recevoir aujourd'hui Laurent Drège, cofondateur de la Brasserie Parallèle, la première brasserie française dédiée entièrement aux boissons sans alcool, avec une ambition forte, celle de réinventer l'apéritif, la fête et les moments partagés. Mais avant d'ouvrir notre conversation, comme chaque semaine, je vous propose mon édito et ce matin, je vous propose de nous engager pour réinventer la convivialité. Parce que c'est d'abord reconnaître une évidence. En France, l'alcool n'est pas une simple boisson. C'est un rituel, un marqueur culturel, un code social, un héritage collectif. Et la toute récente enquête d'OpinionWay sur le sujet confirme l'ampleur du phénomène. 83% des Français consomment de l'alcool, 48% en boivent chaque semaine. Et plus la consommation est régulière, plus le déni s'installe. Parmi ceux qui boivent quotidiennement, 66% affirment ne ressentir aucune dépendance, alors même que 52% d'entre eux se sont déjà retrouvés dans une situation problématique. On parle là juste de la moitié du pays. Et quand on observe plus en détail, on comprend que la convivialité telle que nous la pratiquons a parfois un goût un peu amer. 56% des personnes qui consomment de l'alcool ont déjà pris la route sans être en capacité de le faire. 21% deviennent agressifs. 20% ont dû annuler des rendez-vous professionnels ou personnels. Et puis, il y a cette fameuse désinhibition, cette frontière floue qui fait dérailler. 16% ont trompé leur partenaire, 13% ont découvert des vidéos honteuses le lendemain. Il n'y a là rien d'anodin, rien de festif. Chez les moins de 35 ans, la situation questionne vraiment. 65% ont déjà vécu une situation problématique liée à l'alcool. Mais ce sont peut-être eux les plus lucides. Un jeune sur 4 se déclare dépendant contre seulement 10% des plus de 50 ans. Moins de consommation, mais plus de fragilité. Moins d'alcool, mais plus de vulnérabilité émotionnelle, sociale, identitaire. Une génération sous tension, sous pression, en quête d'équilibre. Car, il faut le reconnaître, cette pression ne vient pas simplement du produit, elle vient du groupe. 44% des jeunes se sentent incompris lorsqu'ils ne boivent pas. Ne pas boire devient aujourd'hui un acte qu'il faut justifier, expliquer, négocier. Et ce conformisme social touche toute la société. 29% des Français se sentent jugés lorsqu'ils sont les seuls à prendre une boisson sans alcool. Et un quart des Français craint même de moins s'amuser s'ils ne boivent pas. Alors pourtant, les Français ne sont pas dans le déni, ils savent. 85% d'entre eux estiment qu'une réduction d'alcool aurait un effet positif dans au moins un domaine de leur vie. La santé physique, le sommeil, la santé mentale, la joie de vivre, les relations de couple ou familiales, leur carrière professionnelle. Alors, que manque-t-il ? Pourquoi ce décalage entre ce que nous savons et ce que nous faisons ? Eh bien, il me semble qu'il manque certainement une convivialité qui ne s'évalue plus au degré d'alcool consommé, mais à la qualité du moment partagé. Une convivialité qui ne met plus en danger, qui ne culpabilise plus, qui ne laisse plus les jeunes seuls face à des modèles qui confondent plaisir et excès. Une convivialité où la liberté redevient une vraie liberté. S'engager pour réinventer la convivialité, ce n'est pas renoncer à la fête. C'est refuser que la fête ait un prix. C'est choisir des moments qui rassemblent vraiment et qui ne se paient pas le lendemain. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Alors, aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Laurent Drège, un entrepreneur engagé qui a choisi de bousculer un modèle culturel très ancré, celui qui associe encore la convivialité et l'alcool. Alors, bonjour Laurent. Bonjour Muriel. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Alors, vous avez passé 7 ans dans un grand groupe qui incarne en France la culture du spiritueux. Et est-ce que c'est ce que vous avez vu de l'intérieur dans les usages, les pratiques et les contradictions qui vous a fait dire il faut une alternative ?
Alors, c'est pas tant ce que j'y ai vu que ce que j'y ai fait. Oui. Parce que moi, j'ai fait du marketing pendant longtemps dans ce groupe. Et le marketing, ça consiste à créer des marques et à faire le maximum pour les rendre désirables. Et à créer des besoins. Et voilà, et quitte à créer des besoins. Pour in fine, quand même l'objectif global de l'entreprise, on peut l'habiller de toutes les manières qu'on veut par les meilleurs communicants du monde, ça reste de vendre plus de bouteilles d'alcool à plus de consommateurs. Et arrivé à un moment dans ma vie, j'étais plus trop aligné avec cet objectif de vie. Ça me donnait plus envie de me lever le matin, j'ai envie de dire. Et sans parler d'épiphanie, j'ai quand même eu un petit moment de révélation qui est arrivé, comme ça arrive assez souvent, je crois, dans la vie. Ça arrivait avec les enfants, avec la naissance de ma fille. Ma fille a 2 ans, donc un peu plus tard que sa naissance, mais m'a demandé, puisque je lui parlais de mon travail, qu'est-ce que tu fais, papa, comme travail ? Elle se posait la question tout ce temps où je n'étais pas là. Et j'ai pas trouvé de manière plus simple que de lui dire, papa, il vend de l'alcool. Et formuler cette chose-là aussi crûment, alors ma fille m'a pas jugé, elle avait 2 ans, pour elle, elle s'en fichait. Mais moi, je me suis entendu dire ça, et c'est là que je me suis rendu compte de cette vérité crue, que je me levais le matin pour vendre de l'alcool. Et je me suis dit, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie ? Est-ce que j'ai pas envie de contribuer de manière un peu plus positive, ou à la santé publique, ou à la société ? Et donc voilà, j'ai voulu trouver un autre moyen de participer à cette convivialité, parce que c'est quelque chose qui me parlait énormément, pour le coup de raconter des histoires, de construire des marques. Je trouvais ça très joli, mais je voulais le faire au service de choses un peu plus positives. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu créer la brasserie Parallèle, qui est une brasserie sans alcool. Alors, qui est du côté de Bordeaux, hein, tout à fait. Voilà. Et vous l'avez fait avec un associé, Guillaume Soares, c'est ça, il s'appelle bien comme cela. 100% sans alcool, mais à une époque où peu de gens y croyaient. Donc, j'ai bien compris, vous vouliez être plus engagé, ne pas pouvoir dire à votre fille que finalement, votre métier, c'était pas que de vendre de l'alcool. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui a fait, qui a été à la création de cette brasserie, ou c'est le système culturel que vous avez voulu changer ? Alors nous, ce qu'on aimerait changer, ce qu'on voudrait mettre à bas, c'est même pas l'industrie de l'alcool et des spiritueux. D'ailleurs, on dit le mot industrie, mais dans ce monde-là, il y a plein d'artisans qui font des choses assez géniales, des produits fantastiques avec du savoir-faire. Mais ce que nous, on aimerait faire vaciller, c'est plutôt le diktat de l'alcool. Ce que vous disiez très bien dans l'édito, c'est quelque part faire du sans-alcool une normalité. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on doit se justifier quand on ne boit pas, ce qui est quand même assez dingue. Moi, je peux vous dire, je ne bois pas d'alcool, et à chaque fois, je dois dire, mais t'es pas drôle, pourquoi tu bois pas, on va pas s'amuser, mais juste un petit verre. Non, merci. Et c'est exactement pour changer ces mentalités qu'on a créé notre entreprise. Et d'ailleurs, mais c'est tellement ancré dans notre société que le mot boisson aujourd'hui veut dire alcool. Quand on dit il est porté sur la boisson, ça veut dire il est porté sur l'alcool. Absolument. Donc il y a quand même quelque chose de culturel extrêmement fort. Et voilà, on veut quelque part faire en sorte que on puisse faire la fête sans alcool, qu'on n'est pas chiant quand on boit pas, qu'on est aussi. Et puis on peut aussi alterner. On peut avoir des moments où on boit et d'autres où on boit pas. Donc c'est pas forcément contre l'alcool, c'est pour plus de moments de sobriété. Et pour plus d'inclusivité quelque part. Alors vous avez choisi une voie un peu exigeante, un sans-alcool artisanal, biologique, avec une vraie recherche gastronomique. Alors vous allez nous expliquer pourquoi ce terme gastronomique s'applique à ce que vous proposez dans cette brasserie. Pourquoi c'était si important pour vous que les boissons sans alcool aient le même niveau d'exigence qu'un bon vin ou qu'une vraie bière ? Parce qu'on est en France. Et qu'en France, il y a quand même quelque chose... On est un pays d'hédonistes, on est un pays de gastronomes, on est un pays de plaisir. Nous, on s'inscrit sur le moment apéro, qui est un moment où on doit prendre du plaisir. Et on le voit, la première barrière au changement, elle peut être mentale ou parfois réelle, c'est le goût. C'est est-ce que je vais me faire autant plaisir ? Parce que quelque part, le fait d'avoir les effets de l'alcool peut parfois être secondaire, on veut juste boire quelque chose de bon. Et il y a quelque chose dans les mentalités qui, aujourd'hui, fait qu'on se dit, si je bois du sans-alcool, ça va forcément être moins bon. Donc, élever quelque part les boissons au rang des boissons sans alcool au rang de gastronomie, c'est un vrai enjeu. Parce qu'on ne changera pas les mentalités avec des boissons de basse qualité. Donc, nous, quand on travaille, on va vouloir travailler très exigeant sur la sélection des ingrédients. On va toujours se creuser beaucoup la tête pour combler
quelque part l'absence d'alcool dans nos boissons, parce que l'alcool est un formidable exhausteur de goût. Donc quand on l'a pas, comment est-ce qu'on apporte du goût ? Alors, comment on fait ? Eh ben, on travaille énormément, on fait beaucoup de tests, on va travailler sur les épices, on va travailler sur des fermentations un peu différentes, on va travailler sur des sélections de levures différentes quand on fait de la bière. Mais il y a un vrai travail d'artisan derrière tout ça, qui est extrêmement important. Et souvent, on se dit, des boissons sans alcool, c'est moins quali, c'est moins premium, mais en fait, ça nécessite tout autant, voire plus de travail. Parce qu'on veut aller rechercher du goût sans alcool, c'est encore plus difficile. Alors oui, Laurent, on ne va pas se mentir. Longtemps, on a pensé que c'était moins quali, c'était moins premium. On a souvent pensé aussi que le sans-alcool, c'était une option punitive, presque honteuse. Et donc, on va se poser cette question. Est-ce que vous pensez que l'industrie traditionnelle, d'une certaine manière, a sous-estimé les attentes des consommateurs ? Et je vous propose qu'on en parle dans quelques instants. Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Vous êtes toujours sur Sud Radio, dans la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, on s'engage pour réinventer la convivialité avec Laurent Drège, cofondateur de la brasserie Parallèle. Alors, Laurent, avant la pause, on parlait d'imaginaire. En France, boire autrement reste encore perçu comme moins festif, moins social. Peut-être moins maintenant, parce que j'ai regardé les chiffres, effectivement, le sans-alcool progresse énormément. Alors, vous m'avez expliqué comment on donne aux Français envie de trinquer autrement, mais est-ce que l'industrie traditionnelle a sous-estimé, en fait, ce marché ? Vous qui connaissez bien cette industrie ? L'industrie traditionnelle a fait ce qu'on attend d'une industrie. Elle a proposé des produits en sans-alcool qui plaisent, qui flattent le palais, avec des coûts très faibles. Résultat, on avait des boissons assez sucrées, voire très sucrées, produits en très très grande quantité, avec beaucoup d'arômes, parfois avec des édulcorants qui sont d'ailleurs pas tous aujourd'hui cités comme des très, très bons pour la santé. Et on avait en fait d'un côté les bons produits artisanaux, faits avec une belle image, avec du savoir-faire, qui étaient les produits alcoolisés, et de l'autre, des produits industriels, qui étaient les produits sans alcool. Donc il y avait quelque part une dichotomie, c'est ceux qui aimaient les bons produits buvaient forcément de l'alcool. Et c'est exactement ce qu'on essaye de changer aujourd'hui, c'est mettre du savoir-faire, mettre de la qualité, mettre de l'engagement, mettre la main de l'homme dans les boissons artisanales sans alcool. Et c'est ça aujourd'hui qu'on essaye de changer. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'industrie, même au global, est en train de changer. On a de plus en plus parce qu'il n'y a pas que nous, il y a de plus en plus de solutions très intéressantes autour du sans-alcool, que ce soit dans les vins, dans les spiritueux, dans les bières, dans les kombucha, les kéfirs. Il y a il y a tout un catalogue de boissons aujourd'hui qui s'ouvre à nous, parce que la demande est là. Parce que les consommateurs la demandent. Alors, l'étude d'Opinion Way que vous avez menée montre une réalité qui, moi, m'a un peu interpellée. Les jeunes, en réalité, boivent moins que leurs aînés, mais en fait, ils en subissent plus les dérapages. Est-ce que c'est lié à une fragilité sociale, une fragilité identitaire ? Comment vous analysez ce phénomène ? Alors, moi, j'ai 42 ans, donc j'ai quitté la génération des jeunes depuis longtemps, mais cette nouvelle génération, donc cette Gen Z qu'on voit, elle est assez passionnante à regarder. C'est vraiment cette génération ultra connectée depuis sa naissance quasiment, toujours sur les réseaux sociaux. Et en effet, on voit qu'elle a une relation à l'autre et donc à la fête et à la convivialité un peu différente de ses aînés. On voit qu'il y a d'une part un peu plus, il y a moins de consommation au global. Ils consomment moins que leurs aînés, ils consomment moins d'alcool. Vous avez raison, il y a quand même une fragilité. Ça reste des jeunes, donc ils sont en effet plus fragiles face aux excès de l'alcool. Je parlais des réseaux sociaux parce que ça a un vrai impact aujourd'hui. L'impact pour un jeune, quelque part, de se retrouver exposé sur les réseaux sociaux après avoir trop bu et avoir fait n'importe quoi, c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte par cette génération. Et donc, ils font quand même plus attention. Pour autant, il y a encore des dérapages. Il y en a 20% qui sont dans la dépendance. C'est énorme, c'est un jeune sur 5. Mais aussi de l'autre côté, donc c'est une génération qui est pleine de contradictions. C'est la génération qui participe le plus au Dry January. Donc il y en a plus d'un tiers de 18-24 ans qui veulent le faire, alors que la moyenne générale est à 25%. Leurs comportements de consommation, de fait, sont assez nouveaux. Même pour moi, j'y comprends pas toujours tout, pour être honnête. Il y a quelque chose, par exemple,
ce qu'on appelle un peu le flexi-drinking. Vous savez, on parlait de flexitarien pour les gens qui mêlent consommation de viande, mais très peu, et qui sont végétariens la semaine. C'est quoi le flexi-drinking ? Flexi-drinking, ça va être je bois pas du tout de la semaine et je ne bois qu'un jour dans le week-end. D'accord. Mais ils sont aussi flexi-drinkers au cours de la même soirée. C'est-à-dire qu'ils font attention quand même, ils managent leur consommation et ils vont boire des bières à 9 degrés 3 fois dans la soirée, puis se passer au sans-alcool. Parce qu'ils managent quelque part leur santé au cours de la soirée. Moi, dans ma génération, on faisait pas du tout ça. C'était les open bars et on buvait jusqu'à plus soif, jusqu'à être mort. Donc c'est vrai qu'il y a vous pensez que ça a disparu ? Alors, je dirais pas que ça a disparu, mais je trouve ça intéressant que ces générations-là aient quand même en tête l'impact sur la santé qu'a l'alcool, qui étaient des questions que ma génération se posait à peine. Oui, c'est vrai. Et on parle beaucoup aujourd'hui en France de la baisse de la consommation de vin. Ça a une incidence sur l'augmentation du sans-alcool ? Alors je ne sais pas où est la poule ou l'œuf. Est-ce que c'est la baisse du vin qui fait que je crois que la baisse de consommation du vin est propre vraiment à cette catégorie que je maîtrise mal, donc je ne saurais pas vous dire quels sont vraiment les leviers derrière ça. Ce qui est vrai, c'est que globalement, les gens boivent moins d'alcool. Du coup, ils n'arrêtent pas d'en boire complètement, mais ils veulent essayer de consommer mieux. Du coup, ils vont peut-être pas acheter 2 bouteilles d'un plus petit vin, mais une seule d'un grand vin. Et il va y avoir plein de moments dans la semaine, dans une soirée, où ils vont partir sur d'autres types de boissons. Est-ce que je pense pas que ce soit la faute, entre guillemets, des boissons sans alcool que la consommation de vin baisse. C'est une tendance de fond de la société. Et d'ailleurs, la tendance est la même globalement sur les bières, sur un temps long, et sur les spiritueux également. Est-ce qu'elle est la même partout en Europe et dans le monde, vous diriez, ou pas ? Alors, on est plutôt en retard en France là-dessus. Ouais. Je vais vous donner un chiffre intéressant. Par exemple, si on prend le marché de la bière. En Espagne, le marché de la bière sans alcool, c'est 20% du marché de la bière. En France, c'est 5%. 20%. Donc d'ailleurs, vous rentrez dans un bar en Espagne, il y a très souvent, vous savez, la tireuse à bière, vous avez une version alcool, une version sans alcool. C'est très rare en France, encore. On est encore au début. Donc on a mis plus de temps que nos voisins, plus de temps que les Anglais, où le marché du sans-alcool est très développé également, alors que c'est le pays du binge drinking quand même, par excellence. On est plutôt en retard par rapport à nos voisins. Et est-ce qu'on pourrait dire, vous connaissez parfaitement ces deux mondes, celui spiritueux, celui du sans-alcool, est-ce qu'il pourrait y avoir une responsabilité culturelle des lieux qui accueillent les consommateurs ? Vous voyez, on a beaucoup parlé ces derniers temps des festivals, des fêtes de fin de tournage dans le cinéma, où l'alcool devient de plus en plus interdit parce qu'il provoque des comportements souvent inappropriés. Est-ce qu'il y a une responsabilité culturelle à basculer sur le sans-alcool ? Certainement. Les événements, les bars ont une responsabilité à proposer plus de versions sans alcool, plus des cartes plus larges. Moi, ce que je vois de plus en plus, même en entreprise, on voit quand même dans les fêtes d'école, d'ailleurs c'est intéressant. Les fêtes d'école, c'est un moment où j'ai énormément de demandes. Parce que j'espère qu'il n'y a pas d'alcool dans les fêtes d'école. Détrompez-vous, il y en a dans beaucoup d'écoles, mais c'est en train de changer. Non, mais dans les universités, vous voulez dire, ou dans les écoles primaires ? Non, dans les fêtes d'école primaires, bien sûr, où il y a les parents qui viennent, ça se fait encore énormément. On boit un petit coup, parce que c'est ce que vous disiez, c'est culturel. C'est culturel. Mais c'est un moment où j'ai énormément de demandes, parce que justement, on veut continuer à vivre ces moments-là, et qu'il y a plein de proviseurs d'établissements qui se disent non, en fait je vais pas mettre d'alcool pour éviter tout débordement et parce que c'est un lieu occupé par des enfants, ce qui est un peu logique quand on y pense. Complètement, oui. Mais pour le coup, donc pour répondre à votre question, oui, moi je vois que les bars, les responsables d'établissements vraiment sont en train de changer. Moi je vois par exemple, moi je prospectais, donc quand la brasserie Parallèle a été créée en 2020, j'appelais les établissements pour dire bonjour, je suis Laurent, j'ai une brasserie sans alcool, est-ce que vous voulez me rencontrer ? Parfois, j'avais un peu l'impression d'être un vegan dans une boucherie. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites là, monsieur ? Vous pouvez quitter l'établissement. Aujourd'hui, j'ai des demandes entrantes. On nous appelle parce qu'ils ont des demandes de leurs consommateurs et qu'ils ont compris. Et parce qu'aujourd'hui, on a vu, près de 43% des Français veulent avoir plus de choix dans les établissements qu'ils fréquentent. Donc, il y a une vraie demande consommateur et donc les établissements changent. Alors, on sait que l'alcool est un enjeu majeur de santé publique, troubles addictifs, accidents, violences, pression sur les jeunes, on en a parlé. Est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics sont là ? Est-ce que vous les avez abordés pour leur demander d'accompagner plus clairement l'émergence d'alternatives comme les vôtres ?
Alors, nous, on a été soutenus par les pouvoirs publics parce que quand on est une jeune entreprise, on est accompagné. Il y a des subventions. La BPI, par exemple, accompagne les jeunes entreprises. Donc, on peut pas dire qu'il y a aucun accompagnement. Mais quelque part, comme pour toute start-up ou nouvelle entreprise, le fait qu'on soit sans alcool avait pas forcément un rôle là-dedans. Le rôle des pouvoirs publics, il est évidemment extrêmement important. Qui plus est dans un pays qui est l'un des grands exportateurs de vins et spiritueux. Je crois que les vins et spiritueux doivent peser quelque chose comme 1/3 des exportations agricoles de la France. Donc c'est un vrai enjeu économique. Donc c'est normal qu'il y ait aussi qu'il y ait de la prudence peut-être sur le sujet des autorités publiques. Pour autant, je pense qu'on pourra en faire beaucoup plus. Je vais prendre l'exemple, puisqu'on est dedans, de Dry January, donc le fameux janvier sec, le challenge du mois de janvier où on essaye, peu importe qu'on y arrive ou pas, on essaye de faire l'expérience du sans-alcool. Un jour, une semaine, tout un mois si on arrive au bout. C'est une initiative qui est soutenue par le gouvernement en Angleterre depuis 2015. C'est une initiative qui n'est absolument pas soutenue en France. Il y a d'ailleurs eu des débats assez houleux il y a quelques années sur le sujet. Le ministère de la Santé ne soutient pas. Ne soutient pas, il soutient le mois sans tabac, mais aujourd'hui il n'y a pas de soutien officiel au mois sans alcool. La dernière fois qu'il y avait eu un débat sur le sujet, il y a un ministre qui s'était prononcé en disant que c'était faire l'apologie de la prohibition, enfin voilà, avec des mots très très forts. Donc on sent que c'est quelque chose de culturel. C'est pour ça que c'est intéressant. Il y a une vraie tension. Parce que derrière il y a les lobbies du vin. On est bien d'accord, les lobbies du vin et de l'alcool. Mais bon, le rôle d'un ministre, c'est pas de subir les lobbies du vin et de l'alcool. On est bien d'accord aussi. D'autant plus que ce que je crois fermement, c'est que à soutenir ce genre d'initiative. En fait, je sais pas si vous avez fait l'expérience parce que vous le faites tout le temps, mais quand on est buveur et qu'on fait l'expérience d'arrêter n'importe quel mois, ce qui est intéressant, moi, c'est pas tant le réaliser les impacts sur sa santé tout de suite. Ça, je suis pas sûr que tout le monde le voit. Mais ce qui est intéressant, c'est de remettre cet objet alcool à distance. Et de se dire, tiens, si j'essayais une fois, un samedi soir, de sortir et de faire 100 pour voir ce qui se passe. Et en fait, on se rend compte qu'on passe aussi des super moments, qu'on est beaucoup moins fatigué le lendemain, qu'on passe une meilleure journée le lendemain, qu'on est plus en forme. Et surtout, en fait, on se rend compte qu'on passe des super moments et qu'on connecte tout aussi bien avec les gens. Ça ne nous empêchera pas de boire un autre jour sans problème, mais c'est remettre ça à distance. Et quelque part, remettre cet objet à distance, je trouve, fait que même dans nos relations à l'autre, on a des choses plus vraies. C'est ce que vous disiez dans l'introduction. Et là où ça m'étonne même que, quelque part, les alcooliers ne soutiennent pas, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'alcooliers ont des solutions autour du sans-alcool, puisqu'il y a cette tendance, donc ils les proposent aussi, donc ils pourraient aussi en profiter. Mais peut-être qu'elles marchent en moins importante. Peut-être, mais je suis même pas sûr. Et surtout, même si on est cynique et qu'on se dit quel est l'impact de ça, mais en fait, un consommateur qui vit mieux, qui vit plus longtemps, mais il consommera plus longtemps. Donc même si on est cynique et économique... Oui, si on fait ce calcul-là, ça fonctionne. Ça marche. Alors, merci Laurent et à tous les auditeurs. Dans quelques jours, vous allez fêter le Nouvel An. Donc, suivons les conseils de Laurent et les miens aussi d'ailleurs. Je m'associe. Remettons cet objet à distance et essayons de faire la fête autrement. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même énergie. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de John pour le meilleur de Sud Radio. C'était la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé.